Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un peu agressif comme intro. J'espère que vous allez bien. Vous avez intérêt à aller bien. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça commence bien. Ça va être long aujourd'hui. Bref, on se retrouve aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va faire les choses dans l'ordre. Pour la 20e FAQ de la chaîne. Déjà, comme le temps passe, mes amis, comme le temps passe, n'est-ce pas? Un ami m'a dit récemment que plus on vieillissait, plus le temps passait vite. Voilà, faites-en ce que vous voulez de cette information. Bref, aujourd'hui, on va se retrouver avec des questions un petit peu complexes, un peu comme la dernière fois. C'est pas des petites questions, ce sont des questions qui vont demander pas mal de réflexion. Donc j'en ai sélectionné 4, me semble-t-il, que je ne vous dise pas de bêtises. 5, voilà, 5, c'est mieux. Donc j'en ai sélectionné 5, bah oui, 4, c'est un nombre pair. D'où j'aurais sélectionné un nombre pair? Je ne me connais pas moi-même. Donc 5 questions aujourd'hui, on va arrêter de tourner autour du pot. En parlant de pot, n'hésitez pas à vous hydrater parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Prenez une petite tisane avec vous. ASMR boisson. Et c'est parti, on y va. Première question, je pense que c'est la pire celle-ci. On va donc déjà commencer vers la pire dans le sens complexe, pas la pire. Ta question est très intéressante et c'est très légitime, merci à toi de l'avoir posée. Je souhaite savoir pourquoi tu n'aimes pas que les gens s'approprient des totems qui viennent de la culture des natifs américains, alors que tu parles souvent des runes, qui sont aussi une appropriation culturelle à mon sens. C'est là que la tisane va faire tout son effet. Asseyez-vous, prenez une tisane, prenez un biscuit, allongez-vous, on va parler appropriation culturelle. Alors, l'appropriation culturelle, il faut bien se mettre dans un rapport de logique. C'est-à-dire que quand on parle d'appropriation culturelle, en réalité, on touche à 2 grands problèmes. Le premier, c'est de se revendiquer d'une culture qui n'est pas du tout la nôtre et qui en est très différente, et de se mettre dans une case dans laquelle on n'est pas au risque de ne pas tout comprendre et d'en déformer une partie. Et la deuxième problématique qui découle de cette partie-là, c'est de se rattacher à une culture qui a subi une oppression de la part de la culture dont on est soi-même issu. Et le gros souci de l'appropriation culturelle, en réalité, c'est celui-ci. Qu'on s'approprie une culture qui n'est pas vraiment la nôtre, mais qui est voisine de chez nous, ou qui se rattache à des principes qui nous parlent, qui nous plaisent bien, mais qu'on va explorer de manière un petit peu superficielle, c'est pas génial, mais c'est pas extrêmement problématique. En revanche, là où ça peut l'être, c'est d'aller s'approprier une culture qui est issue d'une autre culture que la nôtre et qui a subi beaucoup d'oppression. C'est encore une fois une manière d'oppresser des civilisations, des peuples, des cultures qui en ont déjà subi bien assez sans qu'on vienne pas en rajouter une couche. Je vous donne un petit exemple. On va prendre l'exemple des totems, du coup, puisque c'est celui que tu présentes. Les totems viennent donc, a priori, de la culture native américaine. Je dis a priori parce que c'est plus complexe que ça et que c'est pas dans toutes les cultures natives américaines, parce que natif américain, c'est très très vaste. Ça aussi, c'est une marque de mépris, d'appropriation culturelle, parce que en réalité, il n'y a pas un peuple natif américain, c'est une mosaïque, et c'est une très 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 longue histoire qui s'étale sur des siècles, voire des millénaires, donc c'est un petit peu, un peu tortueux. Mais en fait, le fait de s'approprier les totems, ça pose 2 grands problèmes. Le premier, c'est qu'en fait, on le fait extrêmement mal, c'est-à-dire qu'on va intégrer cette notion à notre culture, qui est une culture occidentale, que vous soyez européen, que vous soyez canadien, états-unien, je sais qu'il y a aussi j'ai vu quelques Australiens qui me suivaient, donc howdy. Mais voilà, quelle que soit la culture à laquelle vous vous appartenez, ça fait partie de ce qu'on appelle techniquement des cultures occidentales, puisque ce sont des cultures qui sont issues soit de l'Occident, soit de la colonisation de l'Occident, vous avez compris. Mais donc on va aller chercher des choses issues d'autres cultures et on va les surimprimer à nos cultures, à nous, alors qu'elles n'ont absolument aucun rapport. C'est-à-dire que les totems, ça vient vraiment d'une culture qui n'a aucun tronc commun avec la nôtre. Strictement aucun. Ce sont des cultures qui, quand elles se sont heurtées à la culture occidentale, n'avaient aucun passé en commun. Il n'y avait vraiment aucune interpénétration. Rien, zéro, nothing, niet, nada. Exactement comme avec certaines cultures d'Afrique de l'Ouest, je pense notamment au vaudou et au houdou, par exemple, hein, qui ont été elles aussi victimes et qui sont toujours victimes d'énormément d'appropriation culturelle. Donc on a observé dans l'histoire une très très forte
opposition entre ces deux notions, entre l'Occident, l'ancien monde, et le nouveau monde, ou le monde africain, ou le monde natif américain, appelez-le comme vous voulez, là n'est pas la question. Et surtout, eh bien, il y a eu énormément d'oppression. C'est-à-dire que ces cultures-là, on a essayé non seulement de les détruire, mais aussi et surtout de les exploiter pour en faire nos larbins. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais l'esclavage, par exemple, eh bien, c'en est une des merveilleuses traces tangibles. Je vais reprendre une petite gorgée pour faire passer la pilule. Excusez-moi, je bois parce qu'il fait très chaud et que j'ai la gorge plus en feu que le 9e cercle de l'enfer. Bref. Mais toujours est-il que là se pose problème parce qu'on a déjà pillé ces peuples, nous, occidentaux. On est déjà venus avec nos gros sabots. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais c'était pas nous, c'était nos ancêtres, etc. Oui, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, ces peuples-là subissent encore les conséquences de ça. Nous, non. C'est-à-dire que les natifs américains sont dépouillés de leurs terres, toujours. Certains sont encore cantonnés dans des réserves. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc, mais enfin, en gros, on leur dit, bon, bah, vous voulez être ensemble, très bien, soyez ensemble, mais là, ici, là. C'était pas chez... Ok, c'était chez vous d'abord, mais non, mettez-vous là. Souvent, en plus, dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales, parce qu'on ne leur donne pas les meilleurs lopins, on va pas se mentir, mais on est quand même dans une situation où ils sont encore victimes de discrimination. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le racisme envers les natifs américains et envers les Noirs, eh ben, il est très 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 violent. Hein. Malheureusement, c'est effroyable. Et en plus de ça, ce sont des gens qui aujourd'hui peinent à renouer avec leurs racines parce qu'elles ont été effacées par des siècles d'oppression. Donc ces fameuses traditions, les totems, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, c'est l'objet d'une lutte constante des natifs américains pour essayer justement, enfin de bon nombre de natifs américains, pour essayer de renouer avec, d'ailleurs on devrait dire Première Nation, mais ça c'est encore un autre débat, mais pour essayer de renouer justement avec ces cultes ancestraux qui ont été bousillés, massacrés par la colonisation. Et nous, descendants des colons, on arrive avec nos gros sabots et on se dit ouais, c'est vachement cool les totems. Je vais intégrer ça à une pratique qui n'a rien à voir avec les pratiques culturelles des Premières Nations. Rien à voir. Tout ce qui est du domaine du grand esprit, tout ça, c'est un peu complexe, c'est un peu chiant, je vais pas y toucher. Je vais juste prendre les totems et je vais me dire quel animal me représente. Et je vais appeler ça totem et je vais mettre ça dans ma culture. C'est d'une violence extraordinaire. Alors que les runes font partie intégrante de la culture occidentale. Si on regarde la culture dont elles sont issues, qui est la culture germanique par rapport à la nôtre, bon, vous allez me dire, oui, avec les Allemands, on s'est frité pendant la Seconde Guerre mondiale, certes, mais enfin, c'était hier. Si on prend toute l'échelle de l'histoire, globalement, la culture germanique, bon, il y a eu des petits accrochages pendant l'Antiquité, etc., mais la culture ne diffère pas énormément de la nôtre, et elle a globalement la même histoire. C'est-à-dire que c'est une culture qui était au départ polythéiste, qui a été colonisée, christianisée par le monothéisme chrétien, qui aujourd'hui est globalement christianisée et qui farfouille dans ses archives culturelles exactement comme on le fait nous avec nos propres archives pour les faire ressortir. On ne peut pas dire qu'à un moment, nous avons oppressé les peuples germaniques et tenté d'effacer leur culture de quelque manière que ce soit. Alors vous allez me dire, si, le christianisme, c'est ce qu'il a fait. Oui, mais ça, c'est pas une question de culture ni de peuple, c'est une question de religion. C'est pas tout à fait la même chose. On n'a jamais essayé d'annihiler complètement la culture germanique. On a essayé de l'intégrer. C'est pas la même chose. On a essayé de la convertir. Les natifs américains, on ne s'est pas contenté de les convertir. Fallait qu'ils dégagent pour qu'on récupère leurs terres. Ça s'est pas passé comme ça dans les pays germaniques et dans les pays scandinaves. Ils ont toujours leurs terres. Donc on ne peut pas vraiment parler d'appropriation culturelle, puisque nos cultures sont globalement sur un pied d'égalité au niveau éthique et au niveau de discrimination. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire de quelqu'un, vous n'allez pas entendre quelqu'un dire « Punaise, je suis germanique, sur mon CV, à cause de ça, j'arrive pas à me faire employer. » Non. Non. Par contre, une personne noire,
une personne issue des Premières Nations, elle peut rencontrer ce genre de problème. Elle peut se retrouver face à des employeurs qui ne voudront pas l'embaucher à cause de ça. On n'est vraiment pas du tout sur le même niveau. Donc, quand on parle d'appropriation culturelle, c'est pas seulement aller pêcher dans une culture qui n'est pas la nôtre. C'est aller pêcher dans une culture qui est radicalement différente de la nôtre et qui a subi une oppression de la part de cultures semblables à la nôtre. Et qui en subit même encore aujourd'hui. Et ça, c'est très gênant. C'est vraiment quelque chose qui, au niveau éthique, pose de très nombreux problèmes. Parce que les runes, en fait, si on reprend cet exemple-là, si on reprend l'usage des runes, en réalité, il diffère relativement peu de l'usage qu'on a pu faire d'autres systèmes d'écriture, notamment des hiéroglyphes égyptiens, de l'alphabet grec ou encore de l'OWAM, pour donner différents exemples. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que l'OWAM, j'ai fait une petite vidéo par ici qui vous expliquera tout. Mais on se rend compte qu'on a un usage de l'écriture en magie en Occident qui est globalement semblable. Si on regarde les tablettes de défiction, par exemple, qui étaient rédigées en grec ou en écriture latine ou en gaulois, etc., on se rend compte que finalement l'écrit avait la même portée. Donc qu'on utilise les runes ou qu'on utilise un autre système alphabétique, on se retrouve avec quelque chose qui va être globalement semblable et il n'y a pas un fossé culturel qui va être énorme. Là où le fossé va être compliqué, c'est au niveau de la langue, parce que pour coder la langue en rune, ça va être plus complexe, parce que c'est pas une écriture qui a été faite pour coder, par exemple, le français, ça a été fait pour coder au départ le proto-germanique, puis le vieux norrois, puis les langues anglo-saxonnes. Mais c'est pas non plus un fossé culturel monstrueux. Les totems, si on fouille un petit peu, on se rend compte que ça se rattache à une culture qui est extrêmement différente, à une cosmologie qui est extrêmement différente, à une cosmogonie qui est extrêmement différente, à un système religieux qui est extrêmement différent, à une façon de voir le monde, de voir le clan aussi, parce que le totem appartient au clan au départ, notion qui n'existe pas du tout chez nous. Pas du tout. Et le coven n'est pas un clan, hein, ça n'a rien à voir. Donc on se rend compte que là, on déracine une petite partie d'une culture pour venir la mettre dans une autre et lui mettre le nom qu'elle avait dans cette culture, d'où on a essayé de l'effacer. C'est un très gros problème éthique. Alors, on pourrait s'attarder très longtemps là-dessus, on pourrait creuser pendant 1000 ans là-dessus. Il ne faut surtout pas penser l'appropriation culturelle en termes de frontières aujourd'hui. Il faut penser l'appropriation culturelle en termes de fossé culturel dans l'histoire. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce que les runes sont aujourd'hui dans un autre pays que c'est de l'appropriation culturelle. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a des inscriptions runiques en Normandie. D'ailleurs, la Normandie s'appelle Normandie des Nordmen. Et qui sont les Nordmen? Eh bien, ce sont les Vikings qui se sont installés lors des invasions vikings à l'époque médiévale dans le nord de la France. Donc techniquement, en fait, les runes font partie de notre culture. Elles en ont fait partie. N'oublions pas que nous sommes nous-mêmes une culture germanique. Au départ. Petit rappel mémo, les Francs, d'où notre pays tire son nom, la France, menée par Clovis, eh ben ce sont des Germains. Voilà. Je vous laisse débattre avec ça. Bon, j'ai l'air très ironique quand je dis ça, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai fait cette erreur-là avant et on m'a expliqué, avec énormément de bienveillance d'ailleurs, à quel point ce que je faisais, c'était gênant, à quel point c'était problématique, à quel point l'appropriation culturelle faisait du mal encore aujourd'hui, même surtout aujourd'hui. On a des cultures qui sont extrêmement riches. Nous, en Europe, on est multiculturel, hein, c'est pas cloisonné. Comme je vous dis, il ne faut pas penser en termes de frontières, parce que les frontières, au travers de l'histoire, elles ont énormément bougé, et elles étaient beaucoup moins imperméables qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui, hein. Des fois, les frontières étaient une notion extrêmement floue. Donc il ne faut pas penser en termes de frontières de pays aujourd'hui, il faut penser en termes de fossé culturel, et surtout d'oppression, et d'histoire. Voilà, fin de la parenthèse, j'ai passé 14 minutes dessus, je vais donc boire un coup. Pensez à vous hydrater, c'est important. Deuxième question, qui est elle aussi très intéressante. D'ailleurs, je conclue sur la première question, je ne t'agresse pas en te disant ça, j'explique juste. J'ai peut-être l'air un petit peu virulente, ce n'est pas contre toi, ta question est tout à fait légitime, et c'est tout à fait logique de se la poser, et d'ailleurs je te remercie beaucoup de l'avoir fait, parce que c'est très intéressant.
Deuxième question. Comment progresser dans ma pratique, sachant qu'il faut pratiquer pour réussir des rituels? Le problème que j'ai, c'est que j'ai la chance que tout va bien pour moi. J'adore l'idée que tu as un problème et que tout va bien pour toi. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'en suis ravie. Donc, le problème que j'ai, c'est que j'ai la chance que va bien pour moi. Alors du coup, je ne sais pas quoi faire comme rituel et du coup, je ne progresse pas car je ne fais pas de rituel. Car quand on voit la plupart des rituels, c'est pour des choses qui manquent à notre vie et moi, j'essaye de vivre avec ce que j'ai et je suis comblée. D'ailleurs, c'est, je trouve, une philosophie formidable. Voilà, donc merci pour cette parole de sagesse. Vivre avec ce que j'ai, je suis comblée. J'adore. Exemple. Je suis célibataire et je me porte très bien comme ça. Donc pas besoin de trouver l'amour et je suis également bien dans mes baskets, donc pas besoin de trouver l'amour de moi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est justement ce qui pêche dans ma pratique. Alors ta question elle est super intéressante parce qu'effectivement la plupart du temps, on a l'impression qu'on pratique de la magie uniquement pour demander des trucs. Et non. Il se trouve que dans la plupart des bouquins sur le sujet, eh bien, on va dire, dans 90% des cas, tous les rituels et les sortilèges qui vous sont proposés, c'est pour obtenir des choses que vous n'avez pas encore, dont vous avez besoin ou dont vous avez envie. C'est exactement comme la notion de prière. Là, je suis en train de travailler sur un important dossier sur la prière pour une année en magie. D'ailleurs, j'en profite pour faire mon auto-promo parce que je m'auto-sponsorise, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas de sponsor. Si jamais vous voulez aller plus loin sur des questionnements comme ça et enrichir un petit peu votre pratique magique, je propose donc une publication mensuelle sur Patreon qui s'appelle Une année en magie. Vous avez le lien dans la description. Où tous les mois, vous avez donc un livret d'une centaine de pages, plus 4 vidéos, enfin jusqu'à 4 vidéos supplémentaires, et on se pose beaucoup de questions comme ça. D'ailleurs, vous avez l'opportunité de me poser des questions aussi. J'y réponds en vidéo dans Une année en magie, et je développe encore plus que sur cette chaîne. Beaucoup plus, parce que j'ai plus de temps et de moyens. Mais c'est des questions qu'on se pose, et là, donc, je suis en train de préparer un dossier sur la prière, et je me suis aperçue que, effectivement, la prière, énormément de gens ne prient que pour demander quelque chose. Or, la prière, c'est tellement plus que ça. Et bien la magie, c'est tellement plus que ça aussi. Et il y a très 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 peu de sortilèges que j'ai trouvés ou que j'ai croisés dans ma vie de sorcière qui ne soient pas destinés à demander quelque chose. Donc ta question, elle est parfaitement légitime parce que c'est vrai que en fait, c'est très rare quand on nous présente la pratique magique comme étant quelque chose d'autre qu'une demande. Comme tu le dis, moi pendant très longtemps, par exemple, il y a eu des tas de choses pour lesquelles je ne pratiquais pas. Par exemple, je ne pratiquais jamais de magie de prospérité parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose dont j'avais pas besoin, parce que pour moi la prospérité c'était demander quelque chose. Alors qu'en réalité, ça peut être tout à fait autre chose. On peut s'en servir pour conserver ce qu'on a. Déjà, par exemple, si on a un peu peur de perdre quelque chose, je donne un exemple concret, on vient de lancer un projet, le projet fonctionne bien. Mais on sait que c'est quelque chose qui peut être précaire, qui peut se casser la figure n'importe quand. On a tous vécu l'année 2020, n'est-ce pas? Donc on sait que les projets peuvent se casser la gueule du jour au lendemain, hein. On a tous souffert terriblement. Donc on peut avoir cette angoisse-là et se dire je peux faire un sortilège pour conserver ce que j'ai. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, je vais le protéger. Tout simplement. Un petit peu comme on protège sa maison en installant des doubles vitrages, en installant un verrou à la porte, en installant une alarme, des choses comme ça. On n'a pas forcément besoin sur le moment, mais c'est une sécurité. On peut tout à fait employer la magie pour ça. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur, un projet, une envie, une idée, quelque chose, une relation dans ta vie, une relation amicale ou familiale, et que tu as envie de protéger cette chose-là, tu peux utiliser ta magie pour ça. On peut également utiliser la magie pour bénir des choses, c'est-à-dire pour apporter des bienfaits. Alors ça peut être sur des choses qu'on possède, mais ça peut être aussi sur des personnes extérieures. Par exemple un nouveau-né, ou un animal, ou une personne à qui on a envie. Tu dis que tu es comblé, que tu te sens bien, du coup tu as de l'énergie très positive. Donc cette énergie, tu pourrais peut-être envisager d'en faire bénéficier quelqu'un qui n'en a pas assez. Par exemple, un de tes amis ou un membre de ta famille qui traverse une phase pas très facile, tu peux faire un sortilège pour lui apporter un petit peu de tes bonnes ondes, de tes bonnes énergies et des choses que tu peux dégager. On peut également, tout simplement, pratiquer la sorcellerie ou la magie pour se connecter au monde, pour dire je suis là, je suis ici, je suis conscient, consciente, je me sens bien, merci, juste de la gratitude en fait. Je suis ici,
Merci. Donc on peut faire ce genre de choses-là, sous la forme par exemple d'un ex voto ou d'un exercice de gratitude ou d'une action de grâce, ce genre de choses-là. On peut également, pourquoi pas, pratiquer des sortilèges d'entraînement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait pratiquer la magie pour des petites choses du quotidien, sans demander forcément quelque chose en retour, juste pour travailler. Par exemple, admettons, tu as un jardin, tu fais ton jardin, pourquoi ne pas faire un sortilège de croissance sur tes plantes et voir si tu prends un carré potager dans lequel tu ne fais pas de sortilège de croissance, un deuxième carré potager où tu fais un sortilège de croissance et tu observes ce qui se passe. Tu vois si ça influe ou pas. C'est un exercice d'entraînement. C'est un peu comme quand on teste un engrais, si tu veux. On peut faire ce genre de choses avec pas mal de trucs. Tu peux même le faire sur toi, par exemple, admettons, tous les matins, pendant une semaine ou deux, tu vas énergiser ton café du matin. Et tu vas noter dans un journal si tu te sens plus énergisé qu'avant ou pas. Et du coup, voilà, ça te permet de travailler ta magie sans pour autant demander quelque chose. C'est juste histoire de travailler. Et là, tu travailles uniquement avec ta propre énergie. C'est ton énergie à toi qui va aller influencer le cours des choses. Tu vas pas aller chercher une énergie extérieure pour t'apporter quelque chose. C'est toi-même qui va apporter quelque chose, soit à un autre support, soit à quelqu'un d'autre, soit à toi-même. Donc il y a plein de manières de faire. Euh, et c'est vrai que quand on part du principe, et qui est dû à la littérature sur le sujet, qu'on doit forcément demander quelque chose en magie, c'est vrai que des fois on n'a rien à demander et c'est tant mieux. Mais on peut tout à fait pratiquer sans avoir à demander des choses. Voilà, j'espère que je t'aurai donné quelques petites pistes. Merci pour ta question parce que je la trouve particulièrement intéressante. Troisième question. Ah, ça, c'est une question que je me suis moi-même posée, donc ça tombe bien. Par quoi peut-on remplacer l'encens pour les rituels, etc. J'ai des grosses hypersensibilités sensorielles et les odeurs d'encens, je ne supporte pas, ça sent trop fort. Alors moi, j'ai fait des périodes d'asthme. J'ai fait une pneumonie il y a pas mal d'années quand j'étais étudiante. Et du coup, la moindre fumée, je ne supportais plus. Encore aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Je fais brûler de l'encens, mais faut pas qu'il y en ait beaucoup. Il faut que les fenêtres soient ouvertes et que la pièce soit grande. Sinon, je suffoque très vite. Donc, je compatis très fort. Très fort, très fort. Alors, il faut savoir que l'usage de l'encens en magie, c'est essentiellement de matérialiser l'élément air. Parce que l'élément air, c'est le seul d'entre tous qui ne soit pas perceptible facilement. L'élément eau, c'est facile, hein. D'ailleurs, tenez, buvez un coup. Oui, je fais dans le healthy living aujourd'hui. Hydratez-vous. Donc, l'élément eau, c'est facile, du liquide. L'élément feu, c'est facile, on allume une flamme. L'élément terre, on est dessus, donc c'est facile. Par contre, l'élément air, techniquement, même s'il est là, il est palpable, on peut le toucher, mais on ne le sent pas vraiment. On ne le voit pas. Donc, l'idée de l'encens, c'est essentiellement de matérialiser l'élément air. C'est aussi d'apporter des vertus de plantes qu'on fait brûler. Généralement, ce sont des végétaux ou des résines qu'on fait brûler pour apporter quelques vertus supplémentaires. Donc, il a ces deux usages-là. Le premier usage, il est très facile à supplanter parce qu'en fait, l'air, on peut le matérialiser de plein de façons différentes. Donc si ton encens, il a pour but, par exemple, d'être un encens de quartier, c'est-à-dire, alors pas, ça ne veut pas dire que tu vas enfumer ton quartier, l'encens de quartier, c'est-à-dire celui que tu vas mettre dans le coin de ton cercle qui est réservé à l'élément air, dans ces cas-là, tu peux tout à fait symboliser l'élément air par autre chose. Par exemple, une cloche, une flûte, une plume d'oiseau, un insecte naturalisé, ce genre de choses. Insecte naturalisé, mort de mort naturelle. On est d'accord. N'allez pas massacrer des papillons pour les coller dans votre quartier de l'air. Hein. Ça peut être également quelque chose qui a trait à l'oralité. Ça peut être un chant, ça peut être une parole, ça peut être le fait de siffler, ça peut être plein de choses. Bref, tout ce qui est porté par l'air. Ça peut être aussi, alors moi ce que j'aimais bien faire quand j'étais petite, c'était utiliser des akènes de pissenlit. Voilà, je remplissais un bol d'acènes de pissenlit parce que pour moi c'était vraiment le truc qui volait dans l'air. Et quand j'utilisais pas d'encens, parce que j'avais pas forcément le droit quand j'étais petite de faire brûler de l'encens, j'utilisais des akènes de pissenlit. Donc si c'est pour symboliser juste l'élément air, tu te sers tout simplement d'un autre symbole. Si c'est en revanche pour apporter les vertus d'une plante via l'élément air, donc c'est-à-dire par exemple quand tu veux fumiger quelque chose ou quand tu veux
Heu oui, fumiger quelque chose, enfin, voilà, on a cette idée de quand par exemple, quand on est dans un rituel de consécration et qu'on passe un objet dans la fumée de l'encens, on a cette idée de l'englober, d'une fumée qui va avoir une vocation particulière. Par exemple, moi, je fais beaucoup de consécration, soit à l'oliban, soit à la sauge officinale. Oui, ça sent la bœuf, oui, je sais, c'est un concept, mais là encore, pour l'appropriation culturelle, c'est mieux de pas prendre de sauge blanche, mais de prendre de la sauge officinale parce que, voilà, les conditions de culture sont effroyables. Bref, mais mais on peut avoir cette idée de se dire: «On voudrait quand même quelque chose d'enveloppant qui vienne autour et symboliser l'élément air». Alors moi, la solution que j'ai trouvée, qui est une solution, on va dire de bricolage parce qu'elle fait intervenir un autre élément. L'élément air n'est pas seul. Alors cela dit, c'est pas très grave parce que techniquement, l'élément air n'est pas seul. Dans l'élément air, autour de nous, il y a de l'élément eau. Il y a de l'eau dans l'air. Il y a des particules d'eau qui sont en suspension. L'air n'est pas complètement... Déjà, l'air n'est pas pur puisque l'air est composé de plusieurs gaz. C'est un mélange de gaz. Mais il y a aussi des particules d'eau qui sont en suspension. Sinon, nous serions tous secs comme des pruneaux. Hein. Ce serait un concept. Ramsès II aurait l'air frais à côté de nous. D'ailleurs, particules d'eau, buvez à la vôtre. Mais du coup, je trouve que faire intervenir l'élément eau dans l'élément air, sachant que dans l'air qu'on respire, il y a déjà de l'eau, c'est un moindre mal. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise une infusion des plantes dont je veux me servir et je les mets dans un pulvérisateur et je les pulvérise dans l'air et je passe en fait mon objet dans le nuage de gouttelettes qui se forme en fait. Et plus vous utilisez un pulvérisateur puissant qui va faire un éventail de gouttelettes larges, et plus vous allez avoir une diffusion dans l'air qui peut être intéressante. Et ça peut être bien parce que du coup, tu vas avoir l'odeur des plantes via l'infusion, ou la décantation, ou l'eau florale, ou n'importe quel support que tu préfères, n'importe quelle préparation en fonction de ta plante, mais ce sera beaucoup moins violent que la fumée. Cela dit, d'ailleurs, la fumée d'encens n'est pas un élément air pur, puisque pour faire brûler de l'encens, il faut l'élément feu. Du coup, ne vous sentez pas mal à l'idée de mettre un autre élément pour représenter l'élément air. Les éléments purs en eux-mêmes sont très rares. Hein. Déjà, le feu tout seul n'existe pas. Hein. Il faut faire brûler quelque chose, et généralement ce quelque chose dépend de l'élément terre. L'élément eau, pareil, il faut le mettre dans un support, dans un récipient, qui lui-même aussi, généralement, dépend de l'élément terre. Donc voilà, il n'y a que l'élément terre qui, à la limite, peut être lui-même brut, parce qu'il est le constituant de notre sol, mais même dans le sol, il y a de l'eau aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais perso, c'est ce que je fais et je m'en porte beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, je ne fais plus du tout de fumigation dans ma maison pour nettoyer ma maison. Je brumise de partout. Alors, vous inquiétez pas, ça mouille, certes, mais beaucoup moins qu'une aspersion d'eau. Hein. Donc, si vous avez des objets, par exemple les cartes qui craignent l'eau, si vous les mettez suffisamment loin pour que le nuage se diffuse, ça posera généralement pas de problème. Faites des petits tests auparavant, mais généralement, ça va. Alors, question numéro 4. Au sujet du cercle, comment faire avec mon chat qui rentre et qui sort du cercle? Ça, je crois que c'est un problème qu'on a tous rencontré à un moment ou à un autre quand on a des animaux. En général, elle est avec moi car elle me suit partout. Je compatis. Mais si j'ai le malheur de commencer sans elle, elle va venir et rentrer dans le cercle. Alors effectivement, les animaux... Alors des fois, on a des animaux qui ont des perceptions des cercles. C'est rare, mais ça arrive. J'avais un cochon d'Inde, par exemple, que je me suis toujours dit que si j'avais eu un familier dans ma vie, ça aurait été lui, qui avait la perception du cercle, qui ne rentrait pas dans le cercle. Je ne sais pas comment c'était possible, mais il le sentait, il rentrait pas dedans. Et même j'ai eu plusieurs fois l'impression qu'il ne me voyait pas quand j'étais dedans. Mais c'est très très rare et la plupart des animaux s'en balancent. Royal, vous faites un cercle, surtout les chats. Au contraire, le chat veut venir voir ce que vous faites, mais pas trop. Il faut ressortir, puis revenir, voilà. On le sait tous, le chat, c'est l'empereur des pas perdus, donc le chat va rentrer, sortir du cercle. C'est une évidence. Cela étant dit, j'ai remarqué que le fait qu'un animal rentre et sorte du cercle n'a généralement absolument aucune incidence sur la tenue du cercle en lui-même. Probablement parce qu'il s'agit d'un esprit non humain. Et parce que le chat, n'ayant pas lui-même
cette conscience du cercle ne va pas briser son égrégore en apportant un égrégore autre. C'est-à-dire que le fait de briser le cercle, étant donné que c'est une projection énergétique, si on brise le cercle, eh bien, c'est notre perception du cercle qui va être brisée, puisque c'est notre esprit qui projette le cercle. À partir du moment où une chose rentre dans le cercle sans en avoir conscience, et que cette chose-là n'est pas capable d'en avoir conscience, ça ne pose généralement pas de problème. Un animal, généralement, n'apporte rien de négatif dans un cercle et ne fait rien sortir avec lui. Puisque ce serait de l'anthropomorphisme, en fait, de voir ce genre de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ces cas-là, mon enfant qui rentre dans mon cercle, lui-même, non plus, il n'en a pas conscience. Certes, il n'en a pas conscience, mais il apporte une autre personnalité, une autre personne à l'intérieur du cercle. Le chat apporte une personnalité qui est différente, qui est une personnalité non humaine, et qui donc ne va pas forcément avoir d'interférence avec ce que vous faites. Il n'a pas de préoccupation. Même un enfant, même un petit enfant a des préoccupations, parce que c'est dans la nature humaine d'avoir des préoccupations. Oui, oui. Donc, malheureusement, on est avec des préoccupations, c'est formidable. Sachant que nous sommes constitués essentiellement d'eau, on est globalement des concombres avec de l'anxiété. Voilà. Mais généralement, enfin écoute, moi, de ma propre expérience, après chacun sa perception, je n'ai jamais été gênée par le fait qu'un de mes animaux rentre dans mon cercle. Jamais. Cela étant dit, si c'est quelque chose qui te dérange, si le fait qu'il rentre dedans, ça pète ta projection et que du coup ça rompt ton cercle, parce que ça c'est possible aussi, ce que tu peux faire, c'est au moment du traçage du cercle, établir une clause. Dire que ce cercle ne sera pas rompu, même si ton chat rentre dedans. Donc tu présentes ton chat aux énergies auxquelles tu te dévoues, si c'est le cas, ou à l'énergie globale si jamais tu n'as pas si jamais tu ne mets pas de nom dessus, parce que tu as le droit. D'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est établir une clause disant que ce cercle restera hermétique, même si mon chat en entre et en sort. Il entre et en sort. Ça peut être une option. Mais voilà, c'est l'aléa de la vie quand on a des animaux. Mais généralement, ça ne gêne pas. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a jamais gêné. Si jamais vous avez d'ailleurs des expériences par rapport à ça, si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé des astuces pour ça, ou qui sont gênés par ce genre de choses, ou qui ont d'autres idées que la mienne, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et enfin, 5e et dernière question. J'aurais une question concernant le rituel. J'ai un ami qui m'a expliqué que l'univers est composé de positifs et de négatifs. Nécessaires à son équilibre. Et que de ce fait, lorsque l'on accomplit un acte de magie, même s'il est pur et dénué de malveillance, / magie noire, etc., on se prend quand même un retour négatif de l'univers. Je n'ose plus faire de magie du coup. Cela me fait penser à la phrase « La magie a un prix ». Je ne sais pas ce que tu en penses, pourrais-tu m'éclairer? Alors là, il y a un souci au niveau de la définition des mots positifs et négatifs. Oui, dans l'univers, généralement, on est composé non pas de 2 polarités, mais de 3. Ça se retrouve même en électricité. On a du positif, on a du négatif, et on a du neutre. Normalement, il y a les 3. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails de physique parce que c'est pas l'idée. Mais en fait, le gros problème, c'est qu'on utilise aujourd'hui les termes positifs et négatifs, non pas pour parler de polarité opposée, mais pour parler de principe de valeur. Le positif, c'est bien, le négatif, c'est pas bien. Or, tout est une question de perception, et c'est complètement faux. Je prends un exemple tout bête. Une chose qui va être positive pour toi peut être très négative pour quelqu'un d'autre, quand on utilise ce terme de valeur. C'est-à-dire que quelque chose qui t'est bénéfique peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Je vais prendre un exemple. Hier, je suis allée boire un verre avec des amis. Ils ont pris un plateau avec du fromage dessus. Ils ont mangé du fromage. C'était très bien pour eux, c'était très positif pour eux. Moi, je suis allergique au lactose. Si j'avais mangé ce fromage, j'aurais fini à l'hôpital. C'était négatif pour moi. Est-ce que du coup, on peut catégoriser le fromage dans positif et dans négatif? Eh ben non!
Du coup, parce que ça va être positif pour certaines personnes, ça va être bien, bénéfique, et puis pour d'autres, ça ne va pas l'être. Bon, on va pas rentrer dans les débats de le lactose c'est mauvais pour la santé, c'est pas l'idée, hein. C'était un exemple basique, hein. Je vais prendre un exemple de mojito puisque je suis allergique à la menthe. Si je vais avec une amie boire un coup, qu'elle boit un mojito, elle, ça va être positif pour elle parce que la menthe c'est bon. Par contre, moi, si je le bois, je meurs, je décède. Voilà, là, je suis pas à l'hôpital, je meurs. Voilà, si vous voulez me tuer, faites-moi boire de. Je me fais attaquer par mon volet. Faites-moi boire de la menthe, je décède. Voilà, je fais un œdème et je meurs dans des souffrances atroces. Bref, euh, c'était un exemple bateau parce que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que c'est récent. Mais toujours est-il que des choses dans la vie peuvent être bien pour certaines personnes et mauvaises pour d'autres. Et ça, c'est une notion de perception. Donc, effectivement, dans l'univers, il y a du positif, du négatif et du neutre. Ne l'oublions pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a du bien, du pas bien et du neutre. Non. Non, 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 non. Ça, c'est une question uniquement de perception. Si on reprend cet exemple et qu'on le met sur un sortilège, c'est un exemple que je donne assez souvent. Tu vas faire un sortilège pour une amie qui passe un entretien d'embauche. Donc, elle a besoin de ce travail. Elle en a vraiment besoin pour nourrir sa famille et se nourrir elle-même. Et puis bon, voilà, pour travailler, tu vas lui donner un coup de pouce, tu vas faire un sortilège pour l'aider à avoir ce job. Ils sont 5 personnes à postuler pour ce travail, donc c'est tout à fait faisable du coup de prévoir un rituel qui va donc augmenter ses chances de succès, puisque là, du coup, quand on n'est que 5 candidats, si on augmente les chances, si on passe de 1 chance sur 5 à 2 chances sur 5, par exemple, on est presque à la moitié, donc c'est plutôt pas mal. Donc, tu fais ce rituel, ton ami décroche le job. C'est bénéfique, c'est positif, elle va te dire c'est génial, tu m'as été d'une aide précieuse, t'es merveilleuse, t'es quelqu'un de tellement positif. D'ailleurs, je te genre au féminin, je ne sais plus du tout si c'est une femme ou un homme qui m'a. Je suis désolée si je te mets genre, pardon, hein. Voilà, j'avais dans l'idée que tu étais une fille, mais peut-être pas du tout. Dans ces cas-là, honte à moi. J'ai pas noté les pseudos. Bref, peu importe. Enfin non, peu importe pas, mais bref, parenthèse fermée. Mais toujours est-il que la personne va te dire que c'est bien ce que tu as fait, que tu es positif, positive dans sa vie. Seulement, parmi les autres candidats, il y avait quelqu'un aussi qui avait désespérément besoin de ce boulot. Et si cette personne apprend le sortilège que tu as fait, eh bien, de son point de vue à lui ou à elle, ça va être quelque chose de très négatif, du coup. Donc là, tu vois qu'on est vraiment dans des choses où, en fait, diviser le monde en deux polarités n'a absolument aucun sens. Aucun. Et on le sait, hein, le monde n'est pas divisé en dualité. Ça, c'est une idée qui nous vient, c'est une idée très manichéenne qui nous vient forcément des religions monothéistes, de certaines perceptions, et encore, quand on regarde, si on lit les textes religieux, c'est loin d'être aussi simple en réalité, c'est des raccourcis qu'on a fait, donc c'est des choses qui sont très très borderline, mais on ne peut absolument pas catégoriser le monde en le bien d'un côté, le mal de l'autre. Ça n'existe pas. Rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout bien, rien n'est jamais tout mal. Vous allez me dire, si, il y a des trucs qui sont profondément maléfiques, non. Non, il y a toujours au moins un truc qui est bien dedans. Même s'il est tout petit, et même s'il ne justifie pas ça, mais il y a toujours un truc qui est bien dedans. Par exemple, prenons une catastrophe naturelle qui va détruire des hectares et des hectares de forêt, qui va tuer des gens, détruire des villes, tuer des animaux. Ça va être horrible, ça va être une catastrophe, oui, mais ça participe au bon fonctionnement de la tectonique des plaques. C'est naturel, c'est pas tout négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des nuances et tout vient de la perception. Ça, je l'avais déjà expliqué, je ne sais plus d'ailleurs dans quelle vidéo, donc je vous la mettrai pas dans le petit i, mais je l'avais dit déjà, que c'est complètement erroné de penser qu'il y a des énergies, des bonnes énergies et des mauvaises énergies. Non, ce sont des énergies qui vont être bonnes ou mauvaises pour nous, mais qui ne le seront pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'adhère pas du tout à l'idée du triple retour. En tout cas pas telle qu'elle est décrite dans la plupart des livres. C'est-à-dire que si tu fais un acte bénéfique, tu vas te récolter du bénéfique 3 fois. Si tu fais un acte négatif, tu vas te récolter du négatif 3 fois. Non. Non, parce que dans ces cas-là, il y a pas mal de personnes que je connais qui seraient 6 pieds sous terre, hein, ou d'autres qui seraient sanctifiées. Donc non, c'est pas si simple que ça. Et comme tu dis, un acte de magie, s'il est pur et dénué de malveillance, ça n'existe pas, déjà.
un acte de magie pure n'existe pas. Parce que nous ne sommes pas des êtres purs et c'est tant mieux. Il y a un épisode de Friends dont je parle assez souvent là-dessus, où le personnage de Phoebe, qui est le personnage un peu spirituel du groupe, cherche à accomplir un acte désintéressé et se rend compte qu'il est impossible d'accomplir un acte totalement désintéressé. C'est-à-dire un acte dont on ne tire aucun bénéfice, aucune satisfaction, ça n'existe pas. Et bien c'est la même chose en magie, ça n'existe pas. Et tant mieux, c'est une bonne chose parce que justement l'équilibre n'est pas du tout garanti par une double polarité, l'équilibre est garanti par l'interpénétration des trois polarités entre elles. C'est ça qui fait l'équilibre en réalité. C'est pas un équilibre sur deux balances, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Donc non, tu ne vas pas te prendre un retour négatif pour tout ce que tu vas faire. Ça, c'est quelque chose qui nous vient de superstitions, en réalité, qui sont issues de l'oppression catholique, essentiellement, hein, sur les pratiques magiques, où on disait que la magie, c'était mal, c'était pas bien, et que quoi qu'on fasse, eh bien, on touchait à quelque chose de négatif, et que donc on allait en payer le prix. Oui, la magie vient avec un prix, c'est vrai, mais le prix n'est pas forcément un prix négatif ou dégradant à payer. Quelquefois, le prix qu'on paye en magie, il peut être très gratifiant, et c'est quelque chose qu'on peut recevoir. Ça vient avec un prix, mais le prix, ça peut être par exemple une connaissance accrue. Ça peut être une bonne leçon qu'on a apprise. Ça peut être un développement personnel. Ça peut être énormément de choses. On va pas forcément perdre quelque chose quand on pratique la magie. Et quand on perd quelque chose, eh bien des fois on peut perdre quelque chose qu'on avait besoin de perdre. Et ça peut être bénéfique aussi sur le long terme. C'est ce qu'on appelle en anglais le benefit in disguise, le blessing in disguise même, hein, la bénédiction cachée. Donc il faut vraiment se sortir de cette idée manichéenne que dans le monde on a deux grands principes, le bien, le mal d'un côté, et qu'au milieu il y a juste un grand vide qui ne demande qu'à être comblé par une guerre entre les deux. Non, c'est complètement faux. En réalité, on est plutôt dans une espèce de grande et vaste toile d'araignée avec des polarités qui se complètent, qui s'interpénètrent, qui se tiraillent, qui s'opposent, qui s'épousent, bref, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Donc ne t'inquiète pas, pratique la magie si tu as envie, besoin de la pratiquer. Oui, il y aura des conséquences, c'est le but, mais ces conséquences ne seront pas forcément néfastes pour toi. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question. C'est une question qui est vaste, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis attardée un petit peu dessus, donc je te remercie beaucoup de l'avoir posée. Mais voilà, il ne faut pas tomber dans ce genre de travers, et il faut surtout ne pas oublier que le négatif et le positif, tel qu'on emploie les termes aujourd'hui en termes de perception de valeur, ce sont uniquement des perceptions qui ne dépendent que de nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très longue, on est retombé dans la vibe plus de 40 minutes. La team 40 minutes, elle est pour vous. D'ici la prochaine vidéo, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Si vous voulez soutenir mon travail, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire à la vidéo, la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières sorties. Et bien entendu, si vous voulez m'encourager encore plus activement, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou venir avec moi vous torturer le cerveau encore plus et mettre encore plus de magie dans votre vie en rejoignant une année en magie, où je vous propose donc tous les mois un contenu qui peut aller jusqu'à un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois qui vous dit de boire de l'eau. Santé à la vôtre, j'ai fini la mienne. Wouhou. Bref, d'ici la prochaine fois, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien, buvez de l'eau et surtout plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.